Accusé d'insécurité, j'ai vu rouge quand ma femme m'a envoyé un selfie provocateur depuis chez son ami. Ses rires et ses moqueries lors de notre appel FaceTime vont lui coûter cher. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Mon épouse m'a traité d'insécure lorsque j'ai refusé qu'elle dorme chez son ami. Plus tard, elle m'a envoyé un selfie compromettant depuis sa chambre avec la légende « Certaines personnes font confiance, d'autres non ». J'ai vu rouge. Quand je l'ai appelée en FaceTime, elle a ri au nez et m'a lancé « Dernière chance de te calmer ». Elle allait le regretter, ça c'est sûr. Je suis Antoine Dubois, 44 ans, professeur de sport au lycée Saint-Louis, ancien sergent de l'armée, et apparemment le plus grand idiot du monde. 22 ans de mariage, 2 enfants, un prêt immobilier sur notre maison de banlieue à Cédreville, et voilà ce que j'obtiens. Un selfie compromettant indiquant la relation inappropriée de ma femme, livré comme une pizza. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un appel FaceTime. Contre tous mes instincts, qui hurlaient dans ma tête, j'ai décroché. Le visage d'Émilie a rempli l'écran, rougi et souriant. Derrière elle, je pouvais voir des œuvres d'art hors de prix sur des murs inconnus et entendre une voix d'homme. « Antoine, mon amour, tu as l'air tendu », a-t-elle dit. Sa voix était empâtée par le vin et quelque chose d'autre que je ne voulais pas identifier. Je t'ai dit que je travaillais tard avec Nicolas sur la campagne de voitures de luxe. Travailler tard, ai-je répété, ma voix plate. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Un rire d'homme a résonné de quelque part hors champ. Nicolas Bernard, sans doute, le propriétaire aux manières suaves de 3 concessions de voitures de luxe et le plus grand client d'Émilie à l'agence de marketing où elle travaillait comme directrice créative. Oh, allez, Antoine. Ne sois pas si tendu, a continué Émilie, ajustant les couvertures autour d'elle. Nous sommes tous des adultes ici. Certaines personnes peuvent gérer les relations modernes et d'autres. Elle a haussé les épaules, laissant la phrase en suspens. D'autres quoi, Émilie? D'autres sont coincés dans le passé, jaloux, insécures. Elle a légèrement incliné le téléphone, et j'ai aperçu Nicolas en arrière-plan, bronzé, aux cheveux argentés, portant un peignoir qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Il a fait un signe moqueur à la caméra. « Salut, coach », a traîné Nicolas, distillant le surnom avec une condescendance délibérée. « Merci d'avoir partagé. » L'appel s'est terminé. Je suis resté dans mon bureau pendant 20 minutes, fixant l'écran noir. 22 ans, 2 enfants, Loïc, 18 ans, à l'université, et Léa, 15 ans, endormis à l'étage. Une maison que nous avions achetée ensemble quand nous croyions encore à l'éternité. Tout cela réduit à une séance d'humiliation tardive dans le peignoir d'un étranger. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Émilie. Ne m'attends pas. J'ai des discussions clients importantes. Très importantes. Je suis allé à la cuisine et me suis fait un café que je ne voulais pas, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Émilie était distante depuis des mois. Rentrant plus tard, s'habillant différemment, prenant ses appels en privé. Quand je l'avais interrogée à ce sujet, elle m'avait accusé d'être paranoïaque et possessif. Problème de confiance, les avait-elle appelés. C'est ta dernière chance de te détendre, Antoine. Il s'avère que la confiance n'est qu'un autre mot pour idiot. La maison semblait différente maintenant, comme si quelqu'un avait réarrangé tous les meubles pendant que je ne regardais pas. Les photos de nos vacances en famille le long du couloir ressemblaient maintenant à des preuves sur une scène de crime. Des souvenirs heureux transformés en mensonges élaborés. J'ai regardé mon téléphone. Pas d'appel manqué d'Émilie, pas d'excuses, pas d'explications, juste le silence et l'image persistante de ma femme dans la chambre d'un autre homme me disant que certaines personnes pouvaient gérer les relations modernes. Un peu après 1h du matin, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Vérifie l'enregistrement de la dashcam de sa voiture ce soir. Fais-moi confiance. Le lendemain matin, Émilie est entrée dans la cuisine à cette heure précise, agissant comme si rien ne s'était passé. Elle s'est versé un café et a fixé son téléphone, fredonnant une mélodie que je ne reconnaissais pas. « Bonjour, chérie », a-t-elle dit sans lever les yeux. « Bien dormi ?» J'étais assis à la table de la cuisine avec mon propre café, ayant été éveillé depuis la fin de l'appel FaceTime. « Très bien. Comment se sont passées tes discussions clients importantes ? » Productives. Elle m'a finalement regardé, ses yeux verts brillants d'une chose qui ressemblait à de l'amusement.
Nicolas a des idées révolutionnaires sur le marketing de luxe. Nous avons travaillé très tard. J'imagine. Notre fille de 15 ans, Léa, est descendue, son sac à dos sur une épaule, des écouteurs autour du cou. Elle avait mes cheveux bruns et mes yeux vifs qui ne manquaient rien. Salut, papa. Salut, maman. Elle a pris une barre de céréales sur le comptoir. Maman, tu portes la même tenue qu'hier. Le sourire d'Émilie s'est crispé. J'ai renversé du café sur mes autres vêtements au bureau. J'ai dû emprunter quelque chose à Tara. Tara était la sœur cadette d'Émilie, une faiseuse de troubles de 38 ans qui ne rencontrait jamais un drame qu'elle ne pouvait pas empirer. Elle travaillait à temps partiel dans la même agence de marketing et passait le reste de son temps à faire des commérages et à semer la discorde. Tara s'habille comme une souillon, a noté Léa, regardant sa mère de haut en bas. Cette robe a l'air chère, par contre. Nouveau petit ami. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Ma fille, le détecteur de mensonges humains. Ne dis pas de bêtises, Léa, a claqué Émilie. Je suis mariée à ton père. Techniquement, a marmonné Léa, prenant son déjeuner dans le réfrigérateur. Après le départ de Léa pour l'école, Émilie s'est tournée vers moi, les bras croisés. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Rien. Les enfants ne sont pas stupides, Émilie. Ils remarquent des choses. Il n'y a rien à remarquer. Tu es encore paranoïaque. Elle s'est approchée, sa voix s'adoucissant de ce ton qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Antoine, mon amour, je sais que tu es stressé. Peut-être devrais-tu parler à quelqu'un. Un thérapeute. Tes problèmes de confiance ne sont pas sains. Problème de confiance. Il y avait encore cette phrase. Montre-moi ton téléphone. Excuse-moi. S'il n'y a rien, montre-moi ton téléphone. Émilie a ri, mais cela sonnait faux. Je ne te montrerai rien du tout. Je suis une femme adulte, pas une adolescente. Le fait même que tu le demandes prouve ce que je dis sur tes problèmes de confiance. Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. Je vais travailler. Essaie de passer une meilleure journée, Antoine. Peut-être va à la salle de sport. Évacue un peu cette énergie négative. Après son départ, je suis resté seul dans la cuisine, entouré des restes de notre routine matinale. Tasse de café, miettes sur le comptoir, le parfum persistant d'Émilie. Tout semblait normal, mais rien n'allait. J'ai repensé au texte anonyme de la nuit dernière. Quelqu'un voulait que je vérifie la dashcam d'Émilie. La voiture avait un système de sécurité qui enregistrait tout. Nous l'avions installé après une série de cambriolages dans le quartier. Émilie gardait la voiture dans le garage. J'avais les codes d'accès. 5 minutes plus tard, j'étais assis dans mon bureau. Les images de la dashcam se sont chargées sur mon ordinateur portable. L'horodatage indiquait 23h30 la nuit précédente. La caméra était pointée vers l'avant depuis le tableau de bord, mais l'audio était limpide. La voix d'Émilie. Il est tellement idiot. Nicolas, je lui ai littéralement envoyé une photo de moi dans ta chambre et il est resté assis comme un chiot blessé. La voix de Nicolas. Pauvre coach. Ça doit être dur d'être marié à une femme qui l'a dépassé. Je l'ai dépassé il y a des années, mais les avocats de divorce sont chers, et je ne suis pas encore prête à partager nos biens. De plus, il est utile. Il s'occupe de la maison, des enfants, de toutes les choses ennuyeuses pendant que je me concentre sur ma carrière et ma vie sociale. Exactement. Mon Dieu, tu aurais dû voir sa tête lors de cet appel FaceTime. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Ils ont tous les deux ri. Tu penses qu'il fera quelque chose, a demandé Nicolas. Antoine, s'il te plaît. Il ira à la salle de sport, frappera un sac, boira peut-être une bière et s'apitoiera sur son sort. C'est trop un enfant de cœur pour causer de réels problèmes. De plus, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un professeur de sport au lycée. J'ai la carrière, les relations, l'argent. La chance. La chance pour nous. Certaines personnes peuvent gérer les relations modernes. Nicolas, certaines personnes sont suffisamment évoluées pour comprendre que le mariage ne signifie pas la possession, et d'autres, elle a fait une pause. D'autres sont juste Antoine. Plus de rire. J'ai arrêté l'enregistrement et j'ai fixé l'écran.
22 ans de mariage et c'était ce que ma femme pensait vraiment de moi. Un enfant de cœur ignorant, utile pour les corvées et la garde des enfants pendant qu'elle vivait sa vraie vie avec d'autres personnes. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Émilie. Je travaille encore tard ce soir. Ne m'attends pas. J'ai répondu, compris. Amuse-toi bien avec tes discussions clients importantes. Elle a répondu immédiatement. Merci, chérie. Tu es le meilleur. Le meilleur, hein? J'ai transféré l'audio de la dashcam à mon adresse email et l'ai sauvegardé à 3 endroits différents. Puis j'ai appelé mon ancien ami de l'armée, Didier, qui travaillait dans la sécurité privée et s'y connaissait en la matière. Didier, c'est Antoine. J'ai besoin d'une faveur. Didier est arrivé chez moi ce soir-là avec un pack de 6 bières et 20 ans d'amitié. Nous avions servi ensemble en Afghanistan, et il m'avait sauvé la vie 2 fois. Une fois d'un engin explosif improvisé, et une fois d'un mauvais mariage avec une femme qui avait essayé de vider son compte en banque pendant qu'il était déployé. Tu as l'air mal en point, a-t-il dit, s'installant sur une chaise dans ma cuisine. Je me sens pire. Je lui ai montré les images de la dashcam et j'ai joué l'audio. Didier a écouté sans l'interrompre, son visage buriné s'assombrissant de minute en minute. Quand c'est fini, il est resté silencieux un long moment. Depuis combien de temps cela dure-t-il, a-t-il finalement demandé. Des mois, peut-être plus. J'ai été un idiot. Non, tu as été un mari. Il y a une différence. Il a bu une longue gorgée de sa bière. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas encore, mais j'en ai fini d'être l'enfant de cœur ignorant. Bien, parce que j'ai fait quelques recherches sur ton ami Nicolas après ton appel. Didier a sorti son téléphone et m'a montré une série de photos. 3 concessions de voitures de luxe, une grande maison et des propriétés au domaine du lac, une adhésion à un club de golf. Mais voici la partie intéressante. C'est un coureur de jupons en série, un historique de relations inappropriées avec des clientes mariées. Sa propre femme a divorcé il y a 2 ans, elle lui a pris la moitié de tout. C'est donc un briseur de ménage professionnel. Et ça s'améliore. Son entreprise n'est pas aussi solide qu'il y paraît. Quelques demandes d'assurance louches. Quelques plaintes de clients concernant des financements trompeurs. Le gars est sur la corde raide. J'ai étudié les photos. Le manoir de Nicolas, ses voitures, son bateau. Tout était conçu pour impressionner des gens comme Émilie. Il y a plus, a continué Didier. La sœur de ta femme, Tara. Elle a posé des questions sur Nicolas. On dirait qu'elle s'intéresse à lui. C'était intéressant. Tara avait toujours été jalouse du succès d'Émilie, de son mariage, de sa stabilité. Si elle rôdait autour de Nicolas, elle y voyait une opportunité. J'ai besoin de parler à Léa, ai-je dit. Ta fille, Antoine, ne mêle pas les enfants à ça. Elle sait déjà que quelque chose ne va pas, et elle est meilleure avec la technologie que nous deux réunis. Didier a secoué la tête, mais n'a pas argumenté. Il savait que Léa était vive. Quand Léa est rentrée de l'école, je lui ai demandé de nous rejoindre dans la cuisine. Elle a regardé Didier, puis moi, évaluant immédiatement la situation. Maman a une relation inappropriée. N'est-ce pas, a-t-elle dit, s'affalant sur une chaise. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Papa, j'ai 15 ans, pas 5. Elle agit bizarrement depuis des mois. Nouveaux vêtements, nouveaux parfums, travaillant tard tout le temps. En plus, elle a été méchante avec toi. Plus méchante que d'habitude? Léa a haussé les épaules. Maman a toujours été un peu égoïste, mais dernièrement, elle te traite comme si tu étais stupide ou quelque chose comme ça. C'est dégoûtant. De la bouche des enfants. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose, ai-je dit. Mais ça doit rester entre nous. De l'aide technique. Léa a souri. Qu'est-ce qu'il te faut? 1 heure plus tard, ma fille de 15 ans m'avait montré comment récupérer des messages textes supprimés, accéder au stockage cloud et configurer des applications d'enregistrement discrètes. Elle m'a également montré comment cloner les données d'un téléphone si je pouvais y avoir un accès physique pendant 5 minutes. C'est tellement cool, a-t-elle dit, c'est comme si nous étions des espions. Nous ne sommes pas des espions, ma puce. Nous essayons juste de trouver la vérité. C'est pareil. Je peux aider pour l'autre partie? Quelle autre partie?
Tout ce que tu as l'intention de faire pour te venger d'elle, parce que tu prépares quelque chose, n'est-ce pas? Tu as ce regard. Didier a éclaté de rire. Vraiment ta fille. J'ai regardé Léa, ma fille intelligente, loyale, intrépide, qui avait hérité des meilleures parties de ses deux parents et d'aucun de l'égoïsme d'Émilie. Peut-être, ai-je dit, mais rien de dangereux ou d'illégal. Nul, a dit Léa, mais je suis partante. Cette nuit-là, Émilie est rentrée à 2 heures du matin, sentant le parfum cher et le vin. Elle s'est glissée dans son lit, pensant que je dormais, mais j'étais bien éveillé, fixant le plafond et planifiant. Le lendemain matin, elle était partie avant que je ne me réveille, ne laissant qu'une note. Réunion tôt, je serai encore en retard ce soir. Je t'aime. J'ai trouvé son chargeur de téléphone sur le comptoir de la cuisine. Elle l'avait oublié dans sa hâte. À 10 heures du matin, elle m'a appelé du travail. Antoine, chéri, j'ai oublié mon chargeur à la maison. Ma batterie est presque morte. Peux-tu me l'apporter? Bien sûr. Je serai là dans 1 heure. Tu es le meilleur. Laisse-le simplement à Jacques à l'accueil. Jacques était un autre collègue d'Émilie, un homme sans scrupules qui couvrait probablement sa relation inappropriée depuis le début. J'ai conduit jusqu'à l'agence de marketing avec le chargeur d'Émilie, les instructions de Léa fraîches dans mon esprit. 5 minutes d'accès physique, c'était tout ce dont j'avais besoin. Jacques était exactement comme je l'avais imaginé. 30 ans, coupe de cheveux chers, sourire mielleux. Vous devez être Antoine, a-t-il dit. Émilie parle de vous tout le temps. J'imagine. Elle est en réunion client en ce moment, mais je peux lui donner ça. En fait, j'espérais la surprendre. Peut-être que je pourrais attendre dans son bureau. Jacques a hésité. Eh bien, elle a dit qu'elle en aurait pour un moment. Juste 5 minutes. Je veux lui laisser une note. Bien sûr. D'accord. Son bureau est au bout du couloir. 3e porte à droite. Le bureau d'Émilie était exactement comme je l'avais imaginé. Élégant, moderne, cher. Des récompenses sur les murs. Des photos de campagne réussies. Une seule photo de notre famille était reléguée dans un coin comme une pensée secondaire. Son téléphone était sur son bureau, presque déchargé. J'ai branché le chargeur et suivi les instructions de Léa. Le processus de clonage a pris 3 minutes. Pendant ce temps, j'ai regardé autour de moi. Son ordinateur était protégé par mot de passe, mais son carnet était ouvert sur le bureau. Des pages de notes manuscrites, de comptes rendus de réunions et de numéros de téléphone. Une page a attiré mon attention. Une liste de restaurants, d'hôtels et de dates remontant à 6 mois. Un registre méticuleux de sa relation inappropriée avec Nicolas. J'ai tout photographié avec mon téléphone. Le clonage s'est terminé juste au moment où j'ai entendu des pas dans le couloir. J'ai débranché son téléphone, laissé le chargeur et quitté le bureau. C'est bon, ai-je dit à Jacques. Merci pour votre aide. Pas de problème. Émilie est une femme chanceuse d'avoir un mari aussi attentionné. Oui, ai-je répondu. Elle l'est vraiment. Cet après-midi-là, je me suis assis dans mon bureau et j'ai tout passé en revue. SMS, photos, email, entrée de calendrier. 6 mois d'un enregistrement détaillé et documenté de la relation inappropriée de ma femme. Ses moqueries de notre mariage et ses projets pour l'avenir. Les SMS étaient la pire partie. Non seulement entre Émilie et Nicolas, mais des discussions de groupe avec Tara, Jacques et d'autres dont je n'avais jamais entendu parler. Tous se moquaient du pauvre Antoine et de ses problèmes de confiance. Un SMS de Tara se distinguait. Combien de temps vas-tu le garder? Le pauvre gars a l'air d'un chiot battu chaque fois que je le vois. La réponse d'Émilie. Jusqu'à ce que je sois prête à agir. Il est utile et les enfants ont besoin de stabilité. De plus, c'est assez amusant de le regarder essayer si fort de me rendre heureuse. Un autre de Jacques. Tu penses qu'il sait? Émilie, s'il sait, il est trop lâche pour faire quoi que ce soit. Antoine a toujours été un suiveur, pas un leader. C'est pourquoi il est professeur de sport au lieu de faire quelque chose d'important. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé au garage où j'avais un sac de frappe pour m'entraîner. Pendant 20 minutes, je l'ai frappé aussi fort que possible, pensant aux problèmes de confiance, aux relations modernes et à l'utilité.
Quand j'ai eu fini, mes phalanges étaient à vif, et j'avais un plan. Certaines personnes peuvent gérer les relations modernes. Certaines personnes sont suffisamment évoluées pour comprendre que le mariage ne signifie pas la possession. Et d'autres sont sur le point de découvrir qu'Antoine Dubois n'est pas aussi inoffensif qu'il le pense. Le samedi matin, j'ai dit à Émilie que j'allais rendre visite à mon frère à Nice pour le week-end. Un mensonge qui est venu avec une facilité déconcertante. Elle a à peine levé les yeux de son café et de son téléphone. C'est bien, chérie. Je travaillerai probablement la majeure partie du week-end de toute façon. Date limite importante pour une grande campagne. Je suis sûr que Nicolas apprécie votre dévouement. Elle m'a lancé un regard perçant, mais j'ai gardé une expression neutre. Après 22 ans de mariage, j'avais appris à cacher mes pensées quand je devais le faire. Amuse-toi bien avec ton frère, a-t-elle dit, se tournant déjà vers son téléphone. Je ne suis pas allé à Nice. Au lieu de cela, Didier et moi avons conduit jusqu'au quartier de Nicolas, le domaine du lac, où les maisons commençaient à 1 demi-million d'euros, et la sécurité était plus une question d'apparence que de protection réelle. Nicolas vivait dans une monstruosité moderne avec 2 mini-fenêtres et une allée circulaire conçue pour mettre en valeur les voitures de luxe. Actuellement, elle exposait une Porsche argentée, une BMW noire et une Ferrari rouge qui coûtaient probablement plus que ce que je gagnais en 3 ans. Le gars compense quelque chose, a fait remarquer Didier. Nous nous sommes garés à 2 pâtés de maison et avons surveillé la maison pendant 4 heures. Nicolas est parti à 14 heures dans la BMW. À 15h30, un service de nettoyage est arrivé. À 17h, ils sont partis. À 18h15, la voiture d'Émilie est entrée dans l'allée. Voilà ta confirmation, a dit Didier. Ouais, nous avons attendu la tombée de la nuit. Le domaine du lac était le genre de quartier où les gens se mêlaient de leurs affaires tant que vous aviez l'air d'y appartenir. Didier et moi étions tous les deux vêtus de vêtements sombres et nous déplacions avec une précision militaire. 2 hommes d'âge moyen qui pouvaient passer pour du personnel de maintenance ou de sécurité. Le garage de Nicolas était attenant à la maison mais avait une entrée séparée. La serrure était chère mais pas de qualité militaire. Didier l'a crochetée en 90 secondes. La Ferrari était garée à l'intérieur, étincelante sous les lumières du garage comme un bijou rouge. Elle était magnifique, immaculée, et sur le point de devenir une œuvre d'art. J'avais fait un arrêt au supermarché en chemin et acheté 5 kilos de crevettes crues et 4 litres de lait, que j'avais laissé dans le coffre de ma voiture pendant 6 heures sous la chaleur estivale. L'odeur devenait déjà intéressante. Didier a fait le guet pendant que je me mettais au travail. J'ai ouvert toutes les bouches d'aération de la voiture et distribué les fruits de mer uniformément dans l'habitacle. Le lait aigre est allé directement dans le système de climatisation. Pour la touche finale, j'ai utilisé une bombe de peinture pour écrire « briseur de ménage » sur le pare-brise. L'opération entière a pris 15 minutes. Tu penses que ça va attirer son attention, a demandé Didier alors que nous nous éloignons. C'est un début. Le dimanche matin, j'étais de retour à la maison, préparant le petit déjeuner quand Émilie est rentrée de son week-end de travail. Elle avait l'air satisfaite et détendue, fredonnant la même mélodie que l'autre jour. Comment s'est passé Nice, a-t-elle demandé. Éclairant. Et le travail? Épuisant. Nicolas est un client exigeant. Très impliqué. J'imagine. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Ce n'est pas fini. Je l'ai montré à Émilie. Bizarre. Mauvais numéro, je suppose. Elle a jeté un coup d'œil au texte et j'ai vu quelque chose traverser son visage. De la reconnaissance peut-être, ou de l'inquiétude. Probablement du spam, a-t-elle dit, mais sa voix était tendue. 1 heure plus tard, Léa est descendue avec son ordinateur portable. Papa, tu dois voir ça, a-t-elle dit, tournant l'écran vers moi. C'était un groupe Facebook local pour le domaine du lac. Quelqu'un avait posté des photos de la Ferrari de Nicolas avec la légende « Vandalisme dans notre quartier ». Cela est arrivé à la voiture de Nicolas Bernard dans la nuit de samedi à dimanche. Si quelqu'un a vu quelque chose de suspect, veuillez contacter la police. La photo montrait mon travail dans toute sa splendeur. La peinture rouge sur le pare-brise, les portières de la voiture grandes ouvertes, et Nicolas lui-même en arrière-plan, l'air d'avoir avalé quelque chose de dégoûtant. Les commentaires étaient encore meilleurs. Briseur de ménage. Je me demande de quoi il s'agit.
Nicolas a toujours semblé si gentil. Ça doit être un malentendu. J'ai entendu dire qu'il avait des problèmes avec le mari d'une femme. Sa propre femme ne l'a-t-elle pas quitté pour infidélité? Le karma existe. Émilie lisait par-dessus mon épaule, son visage pâlissant à chaque commentaire. C'est horrible, a-t-elle dit. Qui ferait une chose pareille? Quelqu'un avec des problèmes de confiance, probablement, ai-je dit. Elle m'a fixé un long moment et j'ai pu voir les rouages tourner dans sa tête, la suspicion, le calcul, la peur. Antoine, tu n'as pas quoi? J'étais à Nice, tu te souviens? Tu peux vérifier avec mon frère si tu veux. J'avais déjà appelé mon frère et lui avais demandé de me couvrir. Il n'avait posé aucune question. Il n'a jamais aimé Émilie de toute façon. Bien sûr que non, a dit Émilie rapidement. Je voulais juste dire, quelle coïncidence. Oui, c'est fou comme les choses se passent parfois. Ce soir-là, Nicolas a appelé Émilie pendant qu'elle était sous la douche. Son téléphone était sur le comptoir et j'ai décroché. Émilie? La voix de Nicolas était tendue de colère. Non, c'est Antoine, son mari. Tu te souviens de moi? Silence. Elle est sous la douche en ce moment, ai-je continué. Elle se lave du week-end de travail, j'imagine. Tu veux que je lui dise de te rappeler? Écoute, ce n'est pas fini. Nous sommes tous des adultes ici, Nicolas. Certains d'entre nous peuvent gérer les relations modernes, et certains d'entre nous sont suffisamment évolués pour comprendre que les actions ont des conséquences. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Quand Émilie est sortie de la douche, je lui ai dit que Nicolas avait appelé, mais avait raccroché quand j'avais répondu. Ça a dû être une mauvaise connexion, a-t-elle dit, mais elle tapait furieusement sur son téléphone. Cette nuit-là, elle a dormi sur le canapé, affirmant qu'elle avait une migraine et ne voulait pas me déranger. Je suis resté dans notre lit, fixant le plafond, et j'ai planifié mon prochain mouvement. La Ferrari n'était que l'échauffement. J'avais 6 mois de SMS, de photos et de preuves à exploiter. J'avais des alliés en Didier et Léa, et j'avais quelque chose sur lequel Nicolas et Émilie n'avaient pas compté, de la patience, et une très bonne mémoire. Certaines personnes pensent que les professeurs de sport ne sont que des athlètes ratés qui n'ont pas réussi dans le monde réel. Certaines personnes pensent que nous sommes inoffensifs, utiles et trop stupides pour causer de réels problèmes. Certaines personnes étaient sur le point de découvrir le contraire. Le lundi matin a apporté le premier véritable test de ma nouvelle stratégie. Émilie se préparait pour le travail, se déplaçant dans la maison avec une énergie nerveuse. Elle n'avait pas cessé de vérifier son téléphone depuis l'appel de Nicolas, et je pouvais voir la tension dans ses épaules. Tout va bien, ai-je demandé par-dessus mon café. Bien, juste des affaires de travail. Elle a fait une pause près du comptoir, m'étudiant. Antoine, à propos de samedi soir. À propos de quoi? Où es-tu allé exactement à Nice? Que as-tu fait? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les photos que j'avais fait prendre à mon frère. Des photos de nous au restaurant, à un match de football, dans son appartement, tout horodaté pour le samedi soir. Nous avons regardé le match, dîné dans ce restaurant de steak qu'il aime bien. Le soulagement et la confusion se sont affrontés sur son visage. Aucune raison, juste curieuse. Après son départ pour le travail, j'ai lancé la phase suivante. Léa m'avait montré comment accéder au réseau interne de l'agence de marketing en utilisant les identifiants de connexion d'Émilie, que j'avais obtenus en clonant son téléphone. L'agence avait un système d'affichage numérique dans son hall qui alternait leurs campagnes réussies et les témoignages de clients. Il était conçu pour impressionner les visiteurs et renforcer le moral des employés. À 10h30 du matin, pendant la période la plus chargée de la matinée, j'ai téléchargé une nouvelle diapositive dans la rotation. C'était le selfie compromettant qu'Émilie m'avait envoyé depuis la chambre de Nicolas avec la légende « Certaines personnes font confiance, d'autres non », dans une grande police professionnelle. En dessous, en plus petit, il était écrit « Émilie Dubois, directrice créative, toujours prête à faire un effort supplémentaire pour nos clients ». La diapositive était programmée pour apparaître toutes les 5 rotations pendant exactement 90 secondes avant de s'effacer du système. Assez longtemps pour être vue, assez courte pour être indétectable. J'étais dans mon bureau au lycée Saint-Louis quand Émilie a appelé à 10h47. Antoine, nous devons parler tout de suite. Je suis en cours. Qu'est-ce qui ne va pas?
Ne joue pas l'idiot avec moi. Je sais que c'est toi. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, mais tu as l'air contrarié. Peut-être devrais-tu prendre la journée. Travailler à la maison. Je ne peux pas travailler à la maison. J'ai été suspendu en attendant une enquête interne. Une enquête sur quoi? Tu sais très bien, Antoine, je m'inquiète pour toi. Tu ne dis rien de sensé. Tu te sens bien? Elle m'a raccroché au nez. 5 minutes plus tard, Jacques a appelé. Monsieur Dubois, c'est Jacques du bureau d'Émilie. Je pense qu'il y a un malentendu. Quel genre de malentendu? Eh bien, il y a eu un incident ce matin avec nos écrans numériques et certaines personnes pensent, suggèrent que vous pourriez être impliqué d'une manière ou d'une autre. Impliqué dans quoi? Une photo est apparue sur nos écrans du hall. Une photo personnelle d'Émilie. Très personnelle. On essaie de comprendre comment c'est arrivé. Ça a l'air terrible. J'espère qu'ils trouveront le responsable. Le truc, c'est, Monsieur Dubois. La photo a été envoyée du téléphone d'Émilie à votre téléphone la semaine dernière. Notre informaticien a tracé les métadonnées. Jacques, je suis professeur de sport au lycée. Je ne sais même pas ce que le mot métadonnées signifie. Mais si quelqu'un avait accès aux deux téléphones, êtes-vous en train d'insinuer que j'ai piraté un système informatique d'entreprise pour humilier ma propre femme? C'est ridicule. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Eh bien, si vous saviez à propos d'eux. Je veux dire, si vous pensiez que... Pensiez quoi, Jacques? Silence. Jacques, y a-t-il quelque chose que vous voulez me dire sur ma femme? Non, monsieur. Rien du tout. Je suis sûr que tout cela n'est qu'un grand malentendu. J'en suis sûr aussi, mais peut-être devriez-vous être plus prudent quant aux personnes que vous fréquentez. Les gens pourraient se faire de fausses idées. J'ai raccroché en souriant. Jacques craquait déjà. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Madame Duval, notre voisine bavarde, qui savait tout ce qui se passait dans un rayon de 3 pâtés de maison. Antoine, cher, j'espère que cela ne vous dérange pas que j'appelle, mais je pensais que vous devriez savoir. Il y a des gens très en colère chez vous. Quel genre de gens en colère? Eh bien, il y a Émilie et sa sœur et un homme dans une voiture de luxe. Ils se crient dessus dans votre allée. C'est très bruyant. Merci de l'info, Madame Duval. Je suis en route. Je suis arrivé pour trouver exactement ce que Madame Duval avait décrit. Émilie, Tara et Nicolas étaient regroupés autour de la BMW de Nicolas dans mon allée, leurs voix élevées dans une dispute animée. Plusieurs voisins regardaient par leurs fenêtres. Parfait. Je me suis garé dans la rue et j'ai remonté l'allée en souriant. Salut, chérie. Tu es rentré tôt. Et Nicolas, ravi de te revoir. Comment va la Ferrari? Nicolas s'est avancé, le visage rouge de rage. Tu sais que c'est toi. Je vous demande pardon? Quoi, c'est moi. La voiture, la photo, tout. Tu penses que tu étais si malin, mais je sais exactement ce que tu faisais. J'ai jeté un coup d'œil vers les fenêtres de mes voisins, m'assurant d'avoir un public. Nicolas, je ne sais honnêtement pas de quoi vous parlez. Mais vous semblez très contrarié. Peut-être devriez-vous vous calmer avant de dire quelque chose que vous pourriez regretter. Regretter? Tu veux parler de regret, Antoine? Émilie l'a interrompu. Nicolas, arrête. Ça suffit. Nous savons que c'est toi. C'est moi quoi? Je suis complètement perdu là. Les 3 d'entre vous ont un problème que je devrais connaître? Tara a parlé pour la première fois. Ne fais pas l'innocent. Tu harcèles Nicolas, tu vandalises sa propriété, tu pirates des systèmes informatiques. Harcèlement, piratage. Ce sont de graves accusations, Tara. Avez-vous des preuves? Nous n'avons pas besoin de preuves, a riposté Nicolas. Nous savons que c'est toi. Eh bien, si vous en êtes si sûr, peut-être devriez-vous appeler la police. J'aimerais beaucoup vous entendre leur expliquer exactement comment vous savez que je suis responsable de quoi déjà? Harcèlement et piratage. J'ai sorti mon téléphone. Je les appelle pour vous? Je n'ai rien à cacher. Les 3 ont échangé des regards. Ils ne pouvaient pas appeler la police sans expliquer comment ils avaient eu connaissance de la photo, ce qui signifierait admettre la relation inappropriée.
Je le pensais bien, ai-je dit. Maintenant, Nicolas, je vais devoir vous demander de quitter ma propriété. C'est un quartier familial et vous troublez la paix. Ce n'est pas fini, a craché Nicolas. Mais il reculait déjà vers sa voiture. Oh, j'espère bien que non, ai-je répondu. Les choses commençaient tout juste à devenir intéressantes. Après le départ de Nicolas, Émilie et Tara m'ont suivi à l'intérieur. Antoine, nous devons parler, a dit Émilie. Bien sûr, mais avant de le faire, je dois mentionner que Madame Duval m'a appelé pour me prévenir de la dispute dans notre allée. Elle était très inquiète. Ainsi que les autres voisins et probablement le reste de la rue. Vous voudrez peut-être en tenir compte pour vos futures réunions clients. Le visage d'Émilie est devenu blanc. Comment as-tu pu? Attention à ton langage, chérie. Que vont penser les voisins? Cette nuit-là, après le départ de Tara et qu'Émilie se soit enfermée dans la chambre d'amis, je me suis assis avec Didier pour planifier la phase suivante. Tu joues avec le feu, a-t-il averti. Ces gens deviennent désespérés. Bien. Les gens désespérés font des erreurs. Et s'ils décident de riposter? Nicolas a de l'argent, des relations. Qu'ils essaient. J'ai quelque chose qu'ils n'ont pas. Qu'est-ce que c'est? La vérité. Et une très bonne mémoire pour l'humiliation. Didier a secoué la tête. Fais juste attention, Antoine, ce n'est pas l'Afghanistan. Tu ne peux pas simplement déborder l'ennemi et appeler ça une victoire. Ah non? J'ai pensé au regard sur le visage de Nicolas quand j'avais proposé d'appeler la police. La panique dans les yeux d'Émilie quand j'ai mentionné les voisins, le tremblement dans la voix de Jacques quand il a essayé de m'accuser de piratage. Ils étaient trop habitués à me voir comme Antoine, le bon à rien inoffensif. Antoine, l'homme utile, celui qui prendrait tout et ne dirait rien. Le professeur de sport qui est trop enfant de cœur pour causer de réels problèmes. Mais les enfants de cœur sont toujours prêts. Et après 20 ans dans l'armée et 22 ans de mariage, j'étais prêt pour ça. Certaines personnes peuvent gérer les relations modernes. Certaines personnes comprennent que les actions ont des conséquences. Et d'autres sont sur le point d'apprendre que les gens calmes sont les plus dangereux. La confrontation finale est survenue 3 semaines plus tard lors de la rencontre mensuelle parents-professeurs que j'avais organisée pour le lycée Saint-Louis. C'était une soirée décontractée conçue pour rassembler les familles. Exactement le genre de rassemblement communautaire sain où Émilie aimait jouer le rôle de l'épouse et de la mère dévouée. Elle marchait sur des œufs depuis l'incident de l'allée. Essayant de deviner ce que je savais et ce que je planifiais. Sa suspension du travail avait été levée après une semaine, mais sa réputation était en lambeaux. Tout le monde à l'agence connaissait la photo, et les chuchotements la suivaient partout. Nicolas était resté discret, mais je savais qu'il ne resterait pas longtemps éloigné. Les hommes comme lui ne gèrent pas bien l'humiliation. J'avais envoyé des invitations personnelles à tout le monde, parents, professeurs, membres du conseil scolaire, et quelques invités spéciaux. L'événement se déroulait dans le gymnase du lycée, mon terrain de jeu, avec des tables dressées autour du terrain de basket et une petite scène pour les annonces. Émilie est arrivée à 19h, vêtue de sa plus belle tenue et arborant son sourire le plus convaincant. Elle a parcouru la salle comme la professionnelle qu'elle était, charmant les autres parents, jouant son rôle de femme de carrière réussie qui prenait toujours du temps pour sa famille. Antoine est tellement dévoué à ses élèves, je l'ai entendu dire à Madame Patterson, dont la fille était dans ma classe. L'enseignement est un travail si important. Je suis si fier de lui. Je l'ai regardé de l'autre côté de la pièce, admirant la performance. 22 ans de mariage et elle pouvait encore mentir sans ciller. À 19h30, Nicolas est entré. Il n'était pas invité, bien sûr, mais cela ne l'avait jamais arrêté auparavant. Il a balayé la pièce du regard jusqu'à ce qu'il repère Émilie, puis s'est dirigé vers sa table. J'ai vu son visage se décomposer quand elle l'a remarqué. Surprise, panique, et quelque chose qui ressemblait à de la colère. Timing parfait. Je me suis approché du microphone sur la petite scène et j'ai tapoté pour attirer l'attention de tout le monde. Bonsoir à tous. Merci d'être venus à notre soirée mensuelle parents-professeurs. Avant de passer au dîner, j'aimerais partager quelque chose de très spécial avec vous tous. La salle s'est calmée, tous les yeux se sont tournés vers la scène. Je pouvais voir Émilie dans la foule, son visage pâle, un regard de terreur croissante sur son visage. Comme beaucoup d'entre vous le savent,
mon épouse Émilie travaille dans le marketing. Elle est très douée pour créer des présentations et récemment, elle a travaillé sur une campagne qui porte sur les relations modernes et la confiance. Je pensais que vous aimeriez voir une partie de son travail. J'ai fait un signe à Léa, qui était aux commandes du projecteur à l'arrière du gymnase. Les lumières ont baissé et la première diapositive est apparue sur le grand écran derrière moi. C'était le selfie compromettant de la chambre de Nicolas, mais cette fois j'avais ajouté du contexte. Des captures d'écran de messages textes, des enregistrements horodatés de la relation inappropriée. Tout présenté dans un format de présentation professionnelle qui ferait la fierté de n'importe quel directeur créatif. Voici la vision d'Émilie du mariage moderne, ai-je dit dans le microphone, ma voix portant clairement à travers le gymnase silencieux. Comme vous pouvez le voir, elle pense que certaines personnes peuvent gérer des relations évoluées où le mariage ne signifie pas la possession. Des halètements et des murmures ont parcouru la foule. Je pouvais voir Émilie essayer de se frayer un chemin à travers les tables vers la sortie, mais les gens bloquaient le passage, fixant l'écran sous le choc. La diapositive suivante montrait la transcription audio de la dashcam avec les commentaires d'Émilie sur le fait que j'étais ignorant et utile, mis en évidence en rouge. Et voici ce que ma femme pense vraiment de nos 22 ans de mariage. J'ai continué, selon elle, je suis trop enfant de cœur pour causer de réels problèmes. Juste un professeur de sport bon pour gérer les choses ennuyeuses pendant qu'elle se concentre sur sa carrière et sa vie sociale. Nicolas essayait de partir aussi, mais Didier était posté près de la sortie principale. D'autres parents le pointaient du doigt et chuchotaient, le reconnaissant des photos Facebook de sa Ferrari vandalisée. La dernière diapositive était une photo de groupe d'une de nos vacances en famille avec une légende simple. Certaines personnes croient en la confiance, certaines personnes croient en l'engagement, et certaines personnes apprennent à leurs dépens que les actions ont des conséquences. J'ai éteint le microphone et je suis descendu de la scène. Le gymnase bourdonnait de conversations choquées. Les gens étaient sur leur téléphone, prenant des photos de l'écran. Émilie s'est finalement libérée de la foule et m'a affronté près de la scène. « Comment as-tu pu me faire ça » a-t-elle sifflé, sa contenance soigneusement construite se brisant enfin. « À nous ? Il n'y a pas de nous, Émilie. Et il n'y en a pas eu depuis des mois. Tu l'as très clairement dit dans tes SMS. C'est insensé. Tu m'as humilié devant toute la communauté. J'ai dit la vérité devant toute la communauté. Il y a une différence. » Nicolas est apparu à côté d'elle, le visage rouge d'un mélange de colère et de honte. « Tu penses que c'est fini » a-t-il ricané. « Tu penses avoir gagné quelque chose ? Je pense avoir réglé mes comptes. On verra ça. » Il a attrapé le bras d'Émilie et a essayé de la tirer vers une sortie latérale, mais elle l'a arraché. « Ne me touche pas » a-t-elle claqué. « C'est ta faute si tu n'avais pas été si imprudent, si arrogant. » Ma faute ? C'est toi qui as envoyé la photo. C'est toi qui voulais jouer. Je ne voulais pas être exposé comme ça. Ils se disputaient bruyamment maintenant, attirant encore plus l'attention de la foule. Des parents enregistraient sur leur téléphone, capturant l'effondrement complet de leur relation inappropriée en temps réel. « Excusez-moi » a dit une voix derrière moi. Je me suis retourné pour voir le principal Rousseau flanqué de 2 policiers. « Monsieur Dubois » a dit Rousseau. « Nous devons parler. » « Bien sûr. Comment puis-je vous aider ? » Une plainte a été déposée pour harcèlement et humiliation publique. Ces agents aimeraient vous poser quelques questions. J'ai regardé les agents. Tous 2 étaient des parents d'élèves que j'avais enseignés au fil des ans. « Agent Lefebvre, agent Martin » ai-je dit. « Ravi de vous voir. Comment vont vos enfants ? » « Ils vont bien, coach » a dit l'agent Lefebvre, mais nous devons donner suite à cette plainte. Avez-vous créé et affiché cette présentation sans le consentement des personnes concernées ? J'ai créé une présentation en utilisant des photos et des messages qui m'ont été envoyés directement ainsi que des enregistrements audio de mon propre véhicule. Tout ce que j'ai montré ce soir m'a été envoyé personnellement ou a été enregistré sur ma propre propriété. Mais vous avez affiché des communications privées dans un forum public, a rétorqué l'agent Martin. J'ai affiché des preuves de la relation inappropriée et de la confiance brisée. Ma femme m'a menti, à nos enfants et à notre communauté pendant des mois. Elle a utilisé des biens matrimoniaux pour financer une relation inappropriée, et elle m'a humilié publiquement tout en se faisant passer pour une épouse dévouée. J'ai fait un geste vers Émilie et Nicolas, qui se disputaient toujours près de la sortie. Comme vous pouvez le voir,
il ne le nie pas exactement. Les agents ont échangé un regard. Ils avaient tous les deux traversé des divorces difficiles et ils voyaient la situation pour ce qu'elle était. Écoutez, coach, a dit doucement l'agent Lefebvre. Techniquement, vous n'avez enfreint aucune loi. Tout ce que vous avez montré vous a été soit envoyé, soit enregistré sur votre propre propriété, mais cela va devenir compliqué. Je comprends. Je suis prêt à gérer le compliqué. Et votre famille, vos enfants? J'ai regardé à travers la salle et j'ai vu Léa parler avec les parents de certains de ses amis, expliquant calmement la situation. Elle a croisé mon regard et m'a fait un pouce levé. Mes enfants méritent de connaître la vérité sur leur mère, ai-je répondu. Ils méritent mieux que de vivre dans une maison pleine de mensonges. La police a recueilli les déclarations de toutes les personnes impliquées, mais finalement, ils n'avaient aucune raison de me poursuivre. Tout ce que j'avais montré était des preuves légalement obtenues de la relation inappropriée, et l'exposition publique, lorsqu'elle est basée sur la vérité, n'est pas un crime. Alors que la foule commençait à se disperser, je me suis retrouvé seul dans le gymnase où j'avais enseigné à des milliers d'enfants au fil des ans. Le projecteur tournait toujours, affichant la dernière diapositive avec notre photo de famille. Émilie et Nicolas étaient partis séparément. Leur relation inappropriée était effectivement terminée maintenant qu'elle était de notoriété publique. Tara avait essayé de s'éclipser inaperçue, mais plusieurs parents l'avaient acculée, l'interrogeant sur son rôle dans la tromperie. Jacques était apparu vers la fin, probablement envoyé par l'agence de marketing pour limiter les dégâts. Il a jeté un coup d'œil à la présentation et est parti sans un mot. Didier est apparu à mes côtés, souriant. « Eh bien, ça c'était quelque chose, a-t-il dit. »« Oui, ça l'était. »« Tu te sens mieux ?» J'y ai pensé. 22 ans de mariage, 6 mois de mensonges et 3 semaines de planification minutieuse avaient mené à ce moment. La réputation d'Émilie était détruite. Nicolas était démasqué comme un coureur de jupons en série et tout le monde dans notre communauté savait maintenant exactement quel genre de personnes ils étaient. Tu sais ce que j'ai dit? Je le sais vraiment. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Loïc, à l'université. Papa. Léa m'a envoyé la vidéo. Je suis fier de toi. Maman a eu ce qu'elle méritait. Un autre SMS de Léa. Papa, tu es officiellement le parent le plus cool de l'école. On peut prendre une pizza. Et enfin, un dernier SMS d'un numéro inconnu. Ce n'est pas fini. J'ai montré le dernier SMS à Didier. Nicolas, a-t-il demandé. Probablement, mais ça n'a pas d'importance. Pourquoi pas? J'ai regardé autour du gymnase une dernière fois. Les paniers de basket où j'enseignais aux enfants à tirer. Les gradins où les parents avaient applaudi leurs enfants. La scène où je venais de retrouver ma dignité après des mois d'humiliation. Parce que c'est ma maison, ai-je dit. Ma ville, mon travail, ma vie. Il ne faisait que passer. J'ai éteint le projecteur, rangé mes affaires et suis rentré chez moi commander une pizza avec ma fille. Certaines personnes peuvent gérer les relations modernes. Certaines personnes sont suffisamment évoluées pour comprendre que le mariage ne signifie pas la possession, et d'autres apprennent que la confiance n'est pas une faiblesse.